docteur, petit récapitulatif, présentation du projet de gestion de centre hospitalier. On va directement passer d'abord sur le code du projet. Pour cela, j'ai défini une application qui s'appelle produit. Bon, le nom du projet c'est stock. J'ai défini l'application produit. On va un peu agrandir. Voilà, j'ai défini une application produit. Et dans produit, j'ai mon fichier modèle.py qui va recenser tous les différentes classes que je vais avoir à manipuler dans mon application. Et pour cela, j'ai une classe base product. En fait, je l'ai fait hériter à produit ici, c'est pas très important. Dans produit, j'ai le numéro de l'eau qui est un integer. J'ai un date de parution, j'ai un nom, j'ai un cours, j'ai un conditionnement, j'ai un dosage, j'ai une forme organique. Ici, user C, c'est pour récupérer directement l'utilisateur qui met l'action sur le système. Et j'ai produit vente qui est une classe qui va permettre de retirer le produit en stock. Donc, on enregistre toujours l'utilisateur qui fait sortir le produit en stock. On enregistre, qu'est-ce qu'on fait? Cette classe a aussi cet attribut produit qui est modèle foreign key. Foreign key, ça veut dire que ça a une relation avec le produit défini plus haut et le prix unitaire et un statut qui va permettre d'annuler une sortie en stock ou bien avec de l'annuler ou bien de la laisser par défaut. Il y a la force. Donc à force, ça veut dire que la commande est toujours valide. Il y a un registre des entrées qui va concerner l'entrée en stock. On peut l'utilisateur connecté directement. Et on a les différents attributs de cette classe qui sont date d'entrée, numéro de procès verbal de réception, c'est nul PVR, numéro de bon de livraison, quantité reçue de projet et prix unitaire. Nous allons directement passer à un autre fichier que je vais appeler forms pour soit un peu plus hiérarchisé. Forms, c'est un fichier qui permet de générer les formulaires par Django, parce que lorsqu'on définit une classe en Django pour un modèle, on a créé ce fichier, c'est là pour pouvoir générer directement le formulaire. C'est comme la logique de Django et c'est ce qu'il le dit. Donc avec la fonction form, si j'ai défini une classe qui s'appelle produit form pour produit formulaire et défini numéro de l'eau. Et il faudra remarquer que le numéro de l'eau, si c'est comme ça que je l'ai appelé au niveau de produit, je l'ai appelé de la même façon. Non, je suis entré dans le mauvais fichier. Encore dans le mauvais fichier. Voilà, j'ai le numéro de l'eau. Il est appelé de la même façon. Si je monte un peu, vous allez voir, vous allez remarquer. Le numéro de l'eau, si je l'ai appelé de la même façon que dans mon fichier forms. Donc, lorsqu'on définit un formulaire pour une classe, on les appelle, les variables, on les appelle de la même façon, on les nomme de la même façon, numéro de l'eau, date de déclaration, nom, conditionnement, dosage, forme gagnée. Parce que si on ne pas, ça va pas marcher. La classe méthode permet de dire à Django que ces champs-là, ça concerne ce modèle. C'est pour ça que je disais qu'on doit nommer de la même façon. Django dit, c'est pas moi qui le dis. Maintenant, Flux permet d'afficher les champs au niveau du formulaire, les champs qui doivent être affichés. Donc, j'ai affiché le niveau de date de parution, nom, conditionnement, dosage, forme galerie. Ici, si vous remarquez, je n'avais pas mis user parce que l'utilisateur récupère automatiquement pour le système. Donc, on n'a pas besoin de le mettre là. Et c'est pas pertinent de mettre l'utilisateur. Lorsqu'on enregistre un produit, l'utilisateur encore que c'est lui-même qui enregistre ce produit. Ça récupère directement le produit. Il en est de même pour R2 form. Lorsqu'on va aller dans les fonctions, ça sera un peu plus expliqué. Dans R2 form de produit vendu form. Donc si on part dans juste un fichier qui va, c'est ce fichier là où on a toutes les fonctions qui concernent l'application. Ici on a gestionnaire. Gestionnaire c'est celui j'ai défini une fonction gestionnaire qui on fait l'enregistrement d'un produit, dans une entrée en stock. Donc on va récupérer le produit dans entrée qui a enregistré c'est le nom d'une classe que j'ai définie dans mon modèle. .object.all, ça c'est pour occuper tous les produits. Il a fait un filtre. Il a fait un filtre par quantité
underscore GT qui est égal à 1. Ça veut dire que affiche-moi tous les produits dans la quantité supérieure à 1, supérieure à 1. Et ici, j'ai fait un filtre, il demande affiche-moi uniquement les 5 premiers produits. Donc, j'ai dit que ça avec égal à la poste. Qu'est-ce qu'on fait? On récupère dans forme, on regarde à aide de forme, on passe comme poste, aide de forme comme vous l'avez vu dans les fichiers forms. Donc, ça récupère tous les éléments qui sont dans le formulaire. Qu'est-ce qu'on fait? On passe en commit égal à force, donc on arrête l'instance égal à forms.save commit égal à force. On récupère l'utilisateur connecté qui fait l'action, on l'enregistre dans la base de données, on enregistre le formulaire, on le dirige vers cette vue ou bien cette fonction. Je vais revenir. Maintenant, enfin, le contexte il va permettre maintenant d'afficher. En fait, ça va être ce contexte est utilisé pour au niveau du HTML pour pouvoir afficher les données. Donc, on va passer dans le contexte et je vais revenir au niveau du HTML pour que ça soit un peu plus clair. Donc, il en est pour tous les autres produits qu'on va faire l'enregistrement, ça sera un peu la même structure d'application, le même structure d'enregistrement. Maintenant, pour éditer un registre des entrées, qu'est-ce qu'on fait? On récupère le registre d'entrée, on récupère l'ID du registre d'entrée, on récupère son ID. Et si l'ID est égal à la poste, qu'est-ce qu'on fait? On récupère dans du forme 1 qui est égal à. En fait, on va récupérer l'instance du RDE, du RD. Le bloc RD ici, c'est l'ID qu'on récupère au niveau d'ici. Maintenant, on enregistre l'utilisateur qui fait la préparation sur le système, on le save, on le redirige. Maintenant, ici, on va pour l'affichage du formulaire parce que j'ai créé une page uniquement pour faire une modification. Maintenant, pour faire une suppression, qu'est-ce qu'on fait? Pour faire la suppression, c'est un peu plus compliqué pour la suppression parce que c'est amputer une donnée au niveau de la base de données. Donc, il faut qu'on ait ce jeton de protection qui va permettre à dire que cette action est permise sur le système. Donc, on passe si la requête est égale à delete, qu'est-ce qu'on fait? On récupère l'ID qu'on veut supprimer. Maintenant, on fait un get object or 404. C'est pour dire que si tu rencontres un problème, envoie même une erreur 404. Donc, s'il n'envoie pas d'erreur, il va récupérer le produit ici. Et il va faire un instant.direct puisque c'est ça ici. L'instance permet de récupérer le produit ici. On fait une instance.direct et va retourner le statut 200 au cas où tout s'est bien passé, statut 405. Ici, il y a eu un problème. Adprod, c'est la même logique que RD gestionnaire, ça permet de faire l'enregistrement d'un produit. Sauf que ici, j'ai fait un peu de vérification. J'ai vérifié qu'on enregistre un produit périmé de 1. J'ai vérifié et vérifié cela avec date de périmption inférieure à time zone now date. Donc, time zone now date, c'est le module que Django utilise pour faire des vérifications sur les dates parce que ça prend en compte le fuseau horaire dans la région du monde où nous sommes. Et c'est un peu plus facile à manipuler par rapport à l'objet date natif de Django, de Python plutôt. Donc si la date de périmption est inférieure à la date actuelle, on envoie un message d'erreur. Donc ce produit est déjà périmé. Et sinon sinon si tout se passe bien, on va créer le produit. Donc on va produit create, produit object get or create. Qu'est-ce qu'on fait? On récupère l'utilisateur, c'est un peu la même histoire quand si le produit existe déjà, donc si if not create, qu'est-ce qu'on fait? On envoie ce produit existe déjà. Après ça, si tout se passe bien, on renvoie au niveau de cette vue-ci, add product. Et si le formulaire n'est pas valide, s'il fait une fausse, s'il remplit mal le formulaire, on est au niveau du premier if. S'il remplit mal le formulaire, on va l'envoyer toujours un message que le formulaire n'est pas valide. Sinon, on renvoie, on fait un forme égal à, on récupère tous les éléments du formulaire, on fait un product qui est dans la product object.all, c'est pour récupérer tous les éléments du formulaire pour l'afficher au niveau de l'HTML. On fait un contexte, ça c'est un dictionnaire et on le renvoie au niveau de HTML.
Donc, c'est la même chose pour Hard pour un produit déjà vendu. Et ça, une fonction qui va permettre d'annuler une commande. Si on a fait sortir un produit en stock et que il ne le fallait pas, on peut annuler la commande. Et ça, c'est pour générer le PDF de registre des entrées. Bon, je vais passer au signal. Django, il a cette puissance-là de pouvoir faire les actions automatiques sur le système. Par exemple, ce signal va permettre de récupérer directement le prix unitaire d'un produit lorsqu'on le store en stock. Donc, lorsqu'on est dans la première vente, on récupère directement le prix unitaire et on réduit la quantité en stock. Donc, c'est ça ici. Donc, je mets ça, c'est un post save qu'il faudra faire sur le système. Et quand on post save, on dit que si lorsqu'on fait un produit vente, lorsque une action sur produit vente est menée, c'est au save, qu'est-ce que tu dois faire? On met if created, on parle maintenant d'arriver des entrées, on récupère le produit sur lequel euh, le produit qu'on a, sur lequel on a fait le travail au niveau du produit vente ici, on le récupère ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On récupère l'instance, on prend, puisque nous sommes sur, on travaille avec la classe produit, on prend l'instance du prix unitaire, on met ça égal à prix unitaire, égal à RDE point prix unitaire. RDE ici, c'est l'origine des entrées, donc on va partir au niveau de la base de données, la base de données des registres des entrées, on va récupérer le prix unitaire qui est associé à ce prix-ci, à ce produit-ci. On va venir ici à l'instance du prix total, c'est ça, instance du prix unitaire fois quantité. En fait, cette partie du code ici, je vais un peu la commenter un peu plus tard. Et on va réduire la quantité qui est en stock. Donc, c'est une permet de réduire la quantité qui est en stock. RD ici, RD quoi c'est, on enregistre pour faire la mise à jour dans la base de données. Et ici, c'est pour annuler une commande. Si on annule, si if instance pour annuler, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on annule, qu'est-ce qu'on va faire au niveau des entrées? On va récupérer l'objet, le produit en fait, on va réajouter la quantité qu'on a annulée. Donc, c'est un peu cette logique ici. Ce soit la section manière automatiquement. Bon, au niveau de l'application, ça va être un peu plus clair. Maintenant, il y a la partie URL. Passer les URL. Edit, c'est pour edit slash int deux points c'est pour récupérer l'ID de la ligne qu'on veut modifier en fait. Et voici la vue comme c'était dans la vue ou bien la fonction de modification. Donc c'est la même chose avec delete. Pour Alport aussi, ce fichier ça permet, comme avec Node.js, on a les routes. C'est un peu comme ça que Django lui il implémente les routes. Donc c'est comme ça que Python avec le framework Django implémente ces routes. On va aller dans la deuxième application que j'ai appelée utilisateur. Où es-tu utilisateur? Voilà, utilisateur. J'ai créé une classe appelée Fama User qui aura des champs. Ça c'était pour la redirection parce que je ne voulais pas créer les variables au niveau de mes fonctions. Tu vas dire que si le mot n'est pas égal à tel, réduire le tel, j'ai plutôt voulu faire quelque chose d'un peu plus avancé. J'ai donc créé les booleans, les champs booléens qui vont permettre de rédiger l'utilisateur en fonction, qui va permettre de donner les droits à certains utilisateurs. Donc j'ai créé un pharmacien qui est égal à boolean field. Si on remarque bien c'est default égale à false. Ici pour gestionner c'est default égale à false et personne c'est default égale à true. Donc par défaut, si un utilisateur se connecte et qu'il n'a pas, quand il se connecte et quand on le crée, et s'il tente de se connecter au système, on va le renvoyer dans une vue que j'ai appelée personne qui sera liée vers une page. Et si on part voir au niveau de la view, qu'est-ce que j'ai défini? J'ai défini une view. Il a défini une view registre qui va permettre d'enregistrer un utilisateur et le renvoyer de la page qui va le renvoyer au registre. Quand il est sur cette page-ci, registre cela, et qu'il finit sans enregistrer, on le renvoie au niveau d'ici de home de cette vue-ci. Quand il finit de créer un utilisateur,
Après, quand il écrit l'utilisateur, on le renvoie au niveau de cette liste-là où il va devoir se login. Donc, on va récupérer le mot de passe, username, le password, et on va mettre maintenant si user égale authenticate. Donc, on va voir si l'utilisateur, on va récupérer tous ces éléments, on va comparer maintenant dans la base de données. On va dire if user, if not authenticate, no, is not none. Voilà. Donc, si l'utilisateur existe déjà, ça veut dire quoi? Enfin, on va récupérer le request, le user. Maintenant, si l'utilisateur c'est un pharmacien, parce que dans le modèle, il faudra remarquer que j'ai défini plusieurs attributs à pharma user. Il y a pharmacien, il y a gestionnaire. Donc, si user est un pharmacien, on le renvoie vers la page de vente, la fonction vente et la fonction vente qui la renvoie sur la page de vente. Si user est un gestionnaire, on le renvoie au niveau du gestionnaire qui va le renvoyer au niveau de la page du gestionnaire. Sinon, si ce n'est pas un pharmacien ou bien un gestionnaire, on va l'envoyer vu qu'il s'appelle personne. Ou on va lui demander de contacter l'administrateur pour qu'on attribue des droits. Donc, on a une fonction de connexion, c'est très simple avec Django. On fait seulement un log out qui prend par main request. Maintenant, si l'utilisateur veut se déconnecter, boum, là juste à cliquer à se voir au niveau HTML. Maintenant, au niveau d'ici, voici les fonctions pour les redirections. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va rédiger en fonction des logins. Maintenant, si ces personnes, on va les rédiger sur une calculatrice que j'ai appelé invité.html. Maintenant, on va passer à la troisième application que j'ai créée qui va s'appeler vente. Ok, voici vente ici. Vente ici, je vais commencer par le modèle. J'ai créé un modèle. Ici, j'ai plutôt appelé ça pharmacien. Ce pharmacien qui fait les ventes sur le système. Et le pharmacien le fait automatiquement. La date de la recette, le nom du malade, le code du reçu, le produit, le prix total. Et maintenant, ça c'est pour l'affichage. C'est simple, c'est pour l'affichage. J'ai une petite fonction qui permet de générer automatiquement un code aléatoire, un code unique et aléatoire. Donc, si vous voyez, j'ai mis ce code. Donc, si le code égale à vide, donc sur le champ, il va fournir, qu'est-ce qui va se passer? Il va me générer un code sans tiret et sans espace. Donc, c'est pour ça que j'ai mis replace tiret et j'ai mis replace espace vide. Maintenant, les caractères sont en uppercase, en majuscule, et j'ai demandé qu'il me génère 4, uniquement 4 caractères. Donc ça, c'est un champ qui sera généré automatiquement pour le code du reçu. J'ai défini aussi un signal ici pour calculer le prix total. Bon, pour ce signal, je l'ai appelé, en fait, c'est pas que je l'ai appelé. Quand on fait, si on revient sur le modèle produit, on a une relation de plusieurs parce que une vente concerne plusieurs médicaments. Ce qui fait que au niveau ici, c'est une relation de plusieurs mini fruits, mini change. Donc j'ai défini dans le signal là. Le signal là-bas, ça peut être mini change. Voilà. Mini change parce que lorsqu'on fait une action sur une classe en Django où on a une relation de plusieurs et qu'on veut faire une action automatique, un signal par exemple, on va utiliser ce signal, c'est celui-ci qui est le plus adapté pour faire l'action automatique. Donc cette action va permettre de calculer le prix total. Donc ça va bloquer sur l'instance du produit sélectionné. Et si on remarque bien, on fait l'action sur salle. Donc c'est le modèle salle. Puisqu'on va juste faire le calcul, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire produit vente instance.salle, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer ici. On va faire ce calcul ici pour que. En fait, on va faire ce calcul ici pour faire le prix total du produit commandé par l'utilisateur. Et on va le mettre dans l'instance du prix total. On va remarquer bien que instance.prix total, le prix total ici, c'est le nom du champ de salle dans les ventes. Donc, si on revient ici, on va bien remarquer que le prix total est exactement écrit comme ici. C'est pour que Django ne cherche pas à faire un calcul dont on ne saura pas où mettre le résultat.
et on fait un enregistrement. J'ai fait une option de filtre avec Django. Voici l'option de filtre que j'ai utilisé ici. Cette option de filtre me permet de faire une recherche sur le nom, le code du reçu ou la date de la recette. Et pour cela, on va aller dans les vues où j'ai défini les fonctions. Donc ici dans ça, c'est pour l'enregistrement d'une vente. Pour l'enregistrement d'une vente, c'est un peu le même procédé que dans les autres enregistrements. Donc il n'y a rien de trop nouveau, sauf que ici, puisque c'est une relation de plusieurs à plusieurs, ça ne va pas être un save simple. On ne va pas enregistrer le formulaire simplement. Ça va être un save, ça va être un form.save underscore mini to mini. Donc M2, M là, c'est pour dire mini to mini. Donc on save un mini to mini relational sheet. On retourne toujours sur la même page. Ici, le contexte c'est pour l'affichage au niveau HTML. On retourne ici. Ok. Maintenant, ça c'est pour search. Search, ça c'est un peu difficile en anglais. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de search? On récupère tous les objets comme la liste, on récupère tous les objets. Maintenant, on va un seul filtre. Maintenant, on va importer, puisqu'il y a un seul filtre que j'ai défini, c'est dans filtre, dans celui-ci. Ok. On va le récupérer puisque ça va de lui qu'on va faire les filtres. Celui-ci, on va faire les filtres. Maintenant, on va faire un record.get puisque c'est un filtre qu'on va faire. Le code, c'est celle.filtre. On va faire la recherche sur les champs qu'on a définis dans le fichier filtre. Maintenant, j'ai utilisé une petite bibliothèque qui s'appelle HTMX qui me permet de faire des filtres automatiques. C'est vraiment très puissant cette librairie là parce que cette librairie permet de faire des filtres. En fait, on aura l'impression qu'on est en train d'utiliser un framework alors que ce n'est pas un framework qu'on utilise, alors que c'est juste JavaScript. Ça me permet de faire des requêtes Ajax très fluide, sans générer la page. Donc j'ai vraiment apprécié cette librairie chez la première l'année passée. Donc j'ai travaillé dessus pour voir comment implémenter ce projet pour faire des filtres en temps réel. Donc ça va prendre HTML content, ça va faire un render to string. Là, ça va récupérer tous les éléments. On va récupérer tous les éléments de cette liste.html. On va revenir sur cette liste HTML ici. Ça va faire un self filter.qs, filter.save, c'est underscore filter. Donc ça va retenir dans la HTTP response ici. Maintenant ça va retourner, il faut que ça retourne bien la page ici. Parce qu'on fait le filtre. Bon, ça c'est pour générer le PDF. Générer le PDF dans la vente en fait. Maintenant, ici c'est supprimer vente. C'est supprimer vente, c'est un peu la même possibilité dans le registre des entrées. La même fonction. Ok, maintenant on va aller un peu voir les configurations seulement basées. C'est peut-être que j'aurais dû commencer par là-bas, mais il faudrait bien que j'explique comment il y a fait les configurations basiques. Voici le fichier statique. Voici le nom de mon nom d'application, c'est stock. Donc stock sont pas dans les settings. Voici. Ces lignes ici me permet de configurer les fichiers statiques. Les fichiers statiques c'est le dossier statique plutôt, c'est ce dossier là qui va contenir les fichiers HTML et JavaScript que je vais devoir manipuler. Donc voici la configuration. C'est très bien expliqué sur la documentaire Django. Voici le lien ici. Et maintenant, on va au niveau, par contre sur le macro il y a template partout là-bas. Template c'est le dossier où Django doit se référer lorsqu'il fait la recherche d'une page. Quand il recherche une page, on le met dans template. Donc s'il met Patrick ici, partout j'ai mis template, je vais mettre Patrick. Ça veut dire que lorsque Django va faire, lorsqu'on redirige par exemple tous les vues où j'ai directement mis HTML par exemple ici. Si je reviens ici, HTML, Django ne va pas chercher dans deux endroits, il va aller dans template, il va aller voir, il va aller chercher directement dans HTML là-bas, il ne va pas trop se casser la tête à savoir qu'il a mis ça dans quel fichier et autres. Il sait directement que HTML est dans un outil qui s'appelle template.
Donc c'est un peu ça la configuration de base pour ce settings. Ah, le voici. Donc c'est un peu ça. Pour l'instant j'ai déployé ça en local parce que puisque c'est pour le test, lorsque le projet sera presque à terme, bien, lorsque c'est en production que je vais le déployer. Alors j'ai aussi oublié de présenter les applications. Lorsqu'on crée une application en Django, on vient ici dans Install Apps. Voici c'est un dictionnaire. On met le nom de l'application, par exemple, j'ai défini utilisateur, j'ai défini produit, j'ai créé vente, produit, utilisateur. Maintenant, Django Filter, lorsqu'on utilise ce module, lorsqu'on installe, on doit venir le mettre dans l'application et Django underscore HTML. C'était pour faire les requêtes dont je vous ai parlé tout à l'heure, les requêtes Ajax un peu poussées. On va directement aller dans Base. Parce qu'on va aller au HTML, vous allez voir Base un peu partout là-bas. Base. Base ici, en fait, ça me permet d'étendre ces fichiers, ça me permet d'étendre sur tout mon projet. Ça, si vous remarquez bien, ça contient en fait, il y a les liens des fichiers Bootstrap et Style CSS. Donc, Bootstrap, si c'est ce fichier-ci, je l'ai téléchargé, c'était pour avoir le Bootstrap en local, pour avoir un peu une affichage un peu plus joli. Donc, c'est d'où sort le base là, dessus. Donc, quand vous allez voir démarrer l'application, je ne suis pas connecté sur une juste que j'ai configuré les fichiers Bootstrap dans mon projet, de telle sorte que je ne puisse pas être obligé d'être connecté pour avoir les styles Bootstrap dans mon projet. Donc, on a aussi Bootstrap.js. J'ai le jQuery et pour certaines animations Bootstrap. J'ai aussi le fichier html.js parce qu'on utilise html, on peut utiliser le lien de CDN ou bien on peut télécharger le fichier, on peut télécharger le fichier sur internet et on vient juste l'inclure dans notre dossier et on configure juste. Bon, on va passer sur le côté de l'application. On va voir, j'ai déjà lancé le projet. Ok, j'ai plutôt lancé le login. Bon, ici j'ai créé des utilisateurs. On va voir, on m'a envoyé ce premier utilisateur. C'est pas où il m'a envoyé. Je pense que il m'a envoyé quelque part quand même. Voilà. Ok. Donc on remarque bien Junior, dans l'utilisateur qui connecté actuellement. Et si je me connecte en tant que gestionnaire, parce que là je me suis connecté en tant que pharmacien. Je me connecte en tant que gestionnaire. J'ai créé un utilisateur gestionnaire, je l'ai appelé Neo. Et quand je mets son mot de passe, il est un peu compliqué. Et quand je me connecte, oh, il est en train de pleurer. Ce qu'on va faire, c'est comme si la session a expiré. Ok. Donc je me suis connecté en tant que Neo. On voit l'utilisateur Neo qui est connecté. Donc ça c'est pour ça c'est la page pour le gestionnaire. Et ça c'est la page pour le vendeur. On va bien remarquer ici, j'ai voici lorsqu'on veut retirer un produit en stock. Voici ce qui se passe ici. Donc par exemple si je veux retirer ce produit ici, disons que je veux retirer le paracétamol. Je veux retirer 10 quantité 10. Donc je soumets. Oh, intégrité. Oh là, qu'est-ce qu'il me raconte là? Je contraint faible, blablabla. 10. Disons que je vais retirer 8. Je ne sais pas pourquoi il est en train de pleurer actuellement. Donc j'ai retiré 8. Ah, apparemment, il y a un problème que je n'ai pas retrouvé. Peut-être que la quantité que je voulais retirer était trop supérieure. Était supérieure à la quantité qui était en stock. Donc je n'ai pas géré ce problème-là. Je vais le refaire tout de suite. Tout de suite, je vais le refaire. Donc voilà, paracétamol que j'ai retiré. Et si on part en stock, je n'ai pas encore refait gestionnaire. Paracétamol, où es-tu? Voilà, je comprends pourquoi ça pleurait. Paracétamol, si je viens ici, j'actualise. Nous sommes à 8 quantités actuellement. Si j'actualise,
on a 0. Apparemment, on a tout retiré. Donc, on est à 0. On est à 0. Puisque j'ai retiré 8 produits, nous sommes directement tombés à 0. Normalement, lors de mon premier enregistrement, je devais avoir une erreur. Donc, je vais gérer cette erreur-là un peu plus tard. On voit ici, je peux annuler. Par exemple, si j'annule ici, et on peut voir un peu ce qui s'est passé ici. Si on refresh, on a 12. Donc, quand j'ai annulé ici. J'ai annulé la commande ici. Je suis tombé directement à 12. Je suis directement tombé à 12. Donc, si on revient sur ici, j'ai annulé cette commande ici. J'annule aussi celle-ci. Maintenant, j'ai commandé juste 8 produits. 8 produits. Qu'est-ce que j'ai fait? Je peux maintenant dans vente. J'ai commandé 8 produits. Quand on commande, il vient sortir loin ici en bas. Donc, voici le produit que j'ai commandé ici. Bon, je mets la date d'entrée. Nous sommes le 11 slash 06 slash 2024. Le nom du malade, je mets Junior, comme je m'aime bien. J'ajoute. On voit bien que c'est bien. Voici ici. Voici le produit que j'ai commandé ici. Donc c'est Junior 12, nom du malade Junior 12, date d'entrée 12 juin. Voici le code qui a été généré automatiquement. C'est la fonction que j'ai présentée tout à l'heure au niveau d'ici, de vente ici, au niveau d'ici, un modèle. Voilà, cette petite fonction ici, c'est celle-ci qui m'a généré cette fonction-ci, donc cette fonction-ci, c'est celle-là qui m'a généré ce code ici, et de même que ce code ici. Et je peux directement imprimer. Par exemple, voici l'impression que j'ai fait. Si je clique sur imprimer, ça peut me télécharger facture. Je peux l'afficher. On va juste attendre un peu. On va passer d'abord sur la partie filtre. Par exemple, le nom du malade. J'ai mis par exemple Junior. Si je mets N, par exemple, si je mets N par exemple, nom du malade N, ça ne filtre pas parce que le nom du malade ici a N. Maintenant, si je mets J, ça ne filtre pas parce que le nom du malade a J. Maintenant, si je mets alors F, qu'est-ce qui va se passer? On affiche rien. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas fait de la recherche. Donc, je ne sais pas si on peut un peu se rendre compte de la puissance HTMX. Mais je peux filtrer sur les mots, c'est un peu comme un filtre que j'ai fait avec une cause, où j'ai utilisé like. Voilà. On peut filtrer vraiment de façon très très précise ce dont on a besoin. Par exemple, si je filtre ici par le code, si je mets 3, on voit que c'est juste celui-ci qui est sorti. Alors, si je reviens, on revient sur l'ensemble des produits. Si je mets D, j'ai mis grand D, si je mets grand D, on va voir que c'est rien que cette produit qui est sorti et on voit qu'il n'y a pas eu de changement. La page au filtre. Donc c'est la même chose pour la date, on peut filtrer. Ce filtre travaille aussi sur la même date, en fait de même pour la date. Et on peut combiner les trois. Donc si je mets 3 ici, ça va faire, ça n'affiche rien. Nom du malade, si je mets 3, ça n'affiche rien parce qu'il n'y a pas un malade dont le nom commence par 3. Donc si je mets le nom du malade, je mets Junior. Si je mets Junior, si je mets le code du reçu, je mets 32, on va que c'est directement celui-ci que ça concerne. Donc ça n'est même pas fini de mettre ce code, il m'a directement affiché le résultat de la recherche. C'est ça qui fait un peu la puissance de HTMX. Et je n'ai pas écrit de JavaScript, donc ça fonctionne exactement comme un filtre automatisé par un filtre utilisé par les frameworks. Donc c'est ça qui fait toute sa puissance. Donc par la vente, voici le PDF que ça a généré. Voici le code de la facture ici. Si on remarque bien, c'est la même chose qu'ici. On va enlever ça. C'est la même chose, 1D77. On a 1D77. On a le nom du produit, on a le conditionnement, on a la date de production du produit que ça récupère automatiquement. Et on a le total. Il y a 600.
J'aurais peut-être dû mettre le nom du malade quelque part ici pour dire que c'était un malade qui a fait cet achat. Donc, ça, c'est la facture que ça a généré. Bon, je pourrais la customiser un peu plus tard. C'était juste une démo. Au niveau du registre des entrées, ici, on a mis toutes les actions qu'on pouvait faire. Ici, je peux mettre un bouton. Je pense que je vais implémenter un bouton supprimer ici là pour que lorsqu'on annule une commande, on peut la supprimer directement pour éviter d'avoir cet effet visuel ici. Ici, on passe le gestionnaire. Non, enfin, cette fonction-ci, elle fonctionne déjà. Bon, ces filtres, je ne les ai pas encore implémentés, puisque je vais implémenter le même filtre que j'ai implémenté pour la facture sur le registre des entrées, faire des filtres et télécharger en fonction du filtre, fait. Ici, en fait, je vais implémenter cette fonction un peu plus tard. Ici, on peut directement télécharger ceci. On peut directement télécharger le contenu du stock actuel. Donc, si je fais comme ça, fait télécharger. Ah, je n'ai pas encore implémenté ce bouton. Alors, c'est pas que je n'ai pas implémenté, c'est juste que apparemment je ne l'ai pas mis dans la bonne fonction. En fait, je vais revenir un peu plus tard pour le faire. Bon, je pense que j'ai mis la bonne fonction au bon endroit. Je peux donc télécharger et faire un téléchargement. Voilà le téléchargement que ça fait. Téléchargement, je l'appelle RDE pour registre les entrées. Et quand on fait ça, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? On voit le téléchargement, on voit un peu ce que ça a fait. Ok, voilà. Et si on parle de téléchargement, voici, j'ai appelé ça les entrées. Voici les produits, en fait, des produits contenus, les produits actuels dans la base de données. Dans je vais appeler ça comment là? En fait, les produits présents actuellement dans la base de données, je vais appeler ça comme ça. Je vais chercher mes appellations un peu plus tard. Donc, ça, ce sont les stocks actuels en base de données. On peut directement l'imprimer pour savoir les états de la base de données. Donc, c'est un peu l'état d'avancement où je suis actuellement. J'attends vos retours sur cet enregistrement où vous avez les points nombreux. Je vous ferai une autre vidéo. Je vous prie sincèrement de m'excuser pour les petits bruits de la machine. La machine n'est pas encore trop ça. Merci bien.